Salut, c'est Guillaume Nicolas. Vous écoutez C'est le moment, le podcast qui fouille notre mémoire sériephile et qui sélectionne les moments qui nous ont marqués. Encore traumatisé par une mort, toujours anéanti par un adieu ou une fin prématurée, se marrer à nouveau d'une blague, en un mot, les moments qui nous ont marqués. Vous savez, quand on en parle, ça donne « Vous vous souvenez ? C'est le moment où... » If the apocalypse comes, beat me. I am the danger. You have to go back, kid. Winter is coming. Everybody lies. Come at the king, you best not miss. Une des choses que j'essaye de faire avec ce podcast, c'est éviter d'avoir des chapelles. Aucun privilège, aucun interdit, on essaye de parler de tout type de série. Ça me semble important pour retranscrire la richesse de l'art sériel, les différents styles, différentes nationalités, différents genres, tout ce qui le compose. Et c'est aussi une forme d'honnêteté intellectuelle. Évidemment, on a tous des préférences, et des genres avec lesquels on a plus de mal, voire pour certains, avoir un rejet quasi total. Par exemple, personnellement, tout ce qui tourne autour des récits mafieux me laisse le plus souvent froid, voire m'ennuie profondément. Je ne l'explique pas, c'est ainsi. Je ne me passionne pas pour le crime organisé, les familles criminelles héritières de la Cosa Nostra. Ça veut dire qu'il y a peu de chances de voir un jour les Sopranos célébrés par mes soins. Heureusement, il y a les invités, on compte sur elles et eux. Pas que je trouve la série mauvaise ou indigne d'intérêt. Sa fin est l'une des plus grandes de l'histoire des séries, un vrai et incroyable moment qui a fait date. Et je ne remettrai pas en compte sa notoriété, certainement méritée. Elle bénéficie d'une écriture qui la démarque, elle est jouée par des acteurs et actrices incroyables et n'a pas provoqué autant d'intérêt public et critique par hasard. Mais elle ne déclenche rien chez moi. Et j'en ai vu 2 saisons et demie. Remarquez, ça fonctionne aussi avec Scorsese et ses films comme Les Affranchis ou Casino. Clairement, ils ne sont pas pour moi. Les voir a été un vrai supplice. Voilà. Entre ça et l'aveu de ne pas aimer Six Feet Under, ma crédibilité est maintenant complètement morte. Surtout quand on sait que j'ai fait un épisode hagiographique sur Horatio Kane et CSI Miami. S'il vous plaît, ne partez pas. Je l'ai dit, pas de chapelle, pas de privilège. Un genre qui a souvent eu mauvaise presse et a provoqué raillerie et désintérêt, c'est le soap. Les séries vendeuses de savon, d'où son nom, qu'on associe au Feu de l'amour ou Santa Barbara dans le pire des cas, et à Dallas dans le meilleur. En effet, difficile de trouver un intérêt artistique dans les daytime soap, c'est moche, joué approximativement et les intrigues sont capillotractées. Mais je reconnais que le confort du rituel et l'habitude qui s'immiscent peuvent présenter une raison suffisante à louer leur existence. En France, on a eu tendance à mettre tous les soaps dans le même panier, jusqu'à Desperate Housewives. À partir de là, on lui a donné des lettres de noblesse, alors que le genre n'a pas attendu les héroïnes de Wisteria Lane pour être recommandable. Dallas, Côte Ouest étaient déjà excellentes. Le soap, c'est accepter un genre bigger than life, aux arcs narratifs improbables, aux personnages incroyables et à une géométrie très variable des axes amoureux. Parce qu'avec un peu de logique et de bon sens, avec le quart de ce qui s'est passé dans le lotissement de Wisteria Lane, on aurait déménagé rapidement. Et un minimum de recherche sur le Seattle Grace de Grey's Anatomy nous aurait éloignés en cas de soins. Pas pour leur incompétence, mais parce qu'il y a autant de chances d'être soigné que de voir une catastrophe survenir. Oui, parce qu'avant d'être une série médicale, Grey's Anatomy c'est avant tout un soap. Comme House était une série policière. Dire qu'une série est un soap n'est pas un reproche, c'est une observation, et parfois une promesse. On attendait chaque nouvelle série de Shonda Rhimes pour cette raison. L'autrice et productrice est révélée reine du genre. Grey's Anatomy, Private Practice, How to Get Away with Murder, Scandal, c'est du pur soap sous en fait potard à 11 jubilatoire. Mais si les années 80 ont eu Dallas ou Côte Ouest, les années 2000 Desperate Housewives, les années 90, c'était la décennie de Melrose Place. Mentionner la série, c'est réveiller tout un tas de souvenirs incroyables, comme quand on parle de Kimberly Shaw et d'un certain accessoire. C'est le moment où on enlève sa perruque.
Saison 2, épisode 28. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de Melrose Place, c'est une série créée par Darren Star et dérivée du célèbre teen soap Beverly Hills. Oui, la série des Brandon, Brenda, Dylan et Kelly. Un spin-off qui s'est rapidement affranchi et dont le lien fut surtout prétexte à un lancement en grande pompe. Pour preuve, passé les premiers épisodes, aucun crossover n'aura lieu. Melrose Place est une résidence de West California où vit un groupe de trentenaires et il se passe plein de choses. C'est un peu vague comme résumé, mais en même temps, difficile d'être plus précis parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. C'est un soap. Évidemment, il y a ces personnages marquants qui ont peuplé la série ou des acteurs et actrices connus des sériphiles avant ou grâce à elle. Évoquer Melrose Place, c'est parler du docteur Mancini avec un certain dégoût, d'Amanda Woodward jouée par Heather Locklear vue auparavant dans Hooker et plus tard dans Spin City, c'est voir Rob Estes des Dessous de Palm Beach, Alyssa Milano de Madame et Serviette Charmed, Doug Savant qu'on retrouvera dans Desperate Housewives, mais surtout Marcia Cross, la célèbre Kimberly Shaw et plus tard Brie Van de Camp évidemment. Et c'est d'elle dont il est question dans cet épisode parce qu'elle incarne toute l'exagération folle de la série à son meilleur. Kimberly débarque autour du 10e épisode de la première saison, collègue du docteur Mancini, le plus grand coureur de jupons de la série, et passe rapidement de personnage annexe à membre du cast à part entière. Débute une relation adultère entre les deux, puis elle meurt dans un accident de voiture, Michael était ivre et au volant. Enfin, elle ne meurt pas vraiment, mais ça, on s'en rendra compte plus tard. Et ce plus tard, c'est maintenant. Ça débute comme un film d'horreur. Michael est seul chez lui, il entend du bruit, il y a de l'orage. Je pense que, même sans avoir vu la séquence, vous avez une idée de l'ambiance. Et si on n'était pas en 1994, on anticiperait presque un coup de téléphone qui débuterait par un Hello, Sydney. D'ailleurs, prémonitoire ou non, quand on aperçoit une silhouette dans la nuit, aux cheveux orange, on pense comme Michael justement au personnage de Sydney, celui de Melrose Place, sa nouvelle femme. Et non, c'est Kimberly. En même temps, l'épisode s'intitule The Bitch is Back, ça a annoncé un peu la couleur. Suit un dialogue du genre « tu étais morte » et en fait non, et revoilà les amants comme si seulement une poignée d'heures s'était passée depuis leur dernière rencontre et pas des mois entiers. Et accessoirement comme si Michael n'était pas remarié, mais ça pour le personnage c'est un détail. Pour le public, c'est déjà un choc, on avait fait avec regret le deuil de Kimberly et la revoilà. Le coup du retour d'outre-tombe, c'est un grand classique du soap, voire des séries de façon plus générale. Il y a cette règle qui dit que si on n'a pas vu le corps, il y a toujours un doute sur la mort. Plus tard, on retrouve Kimberly dans la salle de bain, elle semble avoir mal à la tête, elle sort une boîte de comprimés, on se dit que ça doit être des séquelles de l'accident, la femme semble souffrir, elle se masse le crâne, il y a quelque chose dans son expression qui a changé. Suit une coupe dans la séquence, un autre axe de caméra, et sur le moment, on ne comprend pas trop pourquoi un tel changement de grammaire visuelle, d'échelle de plan. Ça sonne un peu faux et ça nous sort un peu de la séquence, comme un effet trop voyant. Jusqu'à ce que l'on remarque Kimberly arracher sa perruque et révéler une conséquente cicatrice sur le crâne et des cheveux décimés. Dans la famille des images qui ont marqué ou traumatisé une génération de spectateurs et spectatrices, celle-ci figure très haut placée. Un moment absolument dingue qui a posé toute la démesure de la série et fait entrer le personnage de Kimberly parmi les figures les plus marquantes de la télévision. Après ce moment, rien ne sera plus pareil. Elle atteint une sorte de relecture hitchcockienne, mix de plusieurs figures maléfiques du maître entre Vertigo et Marnie. Et là, on atteint tout le côté jouissif du soap. Cette exagération, cette montée en puissance, l'hyperbole sont les marqueurs du genre qui propose l'idée d'un spectacle total. Tout y est plus grand, plus fort, c'est la vie amplifiée. Ça active des mécaniques de satisfaction intense comme on rigole d'une caricature. Car en effet, c'est too much, ostentatoire, ça n'a rien de réaliste. Mais c'est ce qui est bon, justement. C'est-à-dire qu'on imagine mal Ken Loach ou les frères Dardenne écrire et réaliser un soap. Il y a un côté opératique dans ce genre, une expression des extrêmes comme vecteur d'émotion. Et là, spectateurs et spectatrices sont proches de la sidération. Pour rappel, cet épisode est diffusé en France le 1er juin 1996, un samedi donc, en fin d'après-midi. Quand on y repense, c'est un peu dingue de balancer ça ainsi. Parce que c'est clairement une image qui va rester gravée dans la mémoire des sériphiles. On parle souvent de la série comme un art du dialogue, on loue la grandeur visuelle du 7e art. Et bien là, c'est une séquence qui se passe de mots et qui repose entièrement sur le choc de la révélation et le jeu expressif et parfaitement maîtrisé de Marcia Cross. Quand on la revoit, on remarque ce suspense, ce jeu avec ses mains qui massent son crâne, cette sorte d'inconfort. On perçoit plein de signaux d'informations a priori anodins et sans réel impact. On remarque a posteriori combien tout est mis en scène pour préparer la révélation et comment tout est fait pour rendre la séquence iconique. Mais seulement a posteriori. C'est là que c'est fort. À aucun moment on s'attend à un tel choc. Le choc,
Il est arrivé plus tôt, quand on apprend que Kimberly n'est pas morte. Mais pas maintenant, pas à cet instant, dans une séquence qui ne présentait guère d'intérêt à première vue. Aujourd'hui, on se souvient davantage de cette perruque que Kimberly enlève que de son apparition dans la pénombre, révélée par un éclair dans une nuit orageuse. Et pourtant, sur le principe, qu'est-ce qui crée le plus d'impact ? Sa résurrection ou les séquelles de l'accident dans sa chair ? Parce que derrière ces faux cheveux que l'on retire comme on révèle son visage sous un masque, se dessine l'évolution du personnage de Kimberly. À partir de ce moment, rien ne sera plus comme avant. Les séquences marquantes, celles dont on se souvient, le sont pour l'effet qu'elles produisent au moment de leur découverte, mais elles sont aussi un point dans une chronologie qui fait parfois basculer la série ou un personnage. Il y a le moment, mais il y a aussi à partir de ce moment. Cette séquence contracte les deux. Le choc incroyable de la révélation est le début d'une évolution de personnages parmi les plus dingues de l'histoire de la télévision. C'est le moment où Melrose Place entre dans une autre dimension. Vous venez d'écouter C'est le moment. Ce podcast est totalement indépendant et autoproduit. Vous pouvez le soutenir via sa page Patreon et le retrouver sur tous les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles dans le texte descriptif de l'épisode. Merci et à suivre.